Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce talk EcoScore AOE, où se situe votre API. C'est 30 minutes. On va mettre un peu d'énergie pour éviter que vous endormiez pendant la digestion. Alors, aujourd'hui, tout est scoré. Si je vous montre ça, est-ce que ça vous parle? Oui. Ça sert à scorer quoi? Ouais. Ça? Ouais, bien joué. Il y a véhicule écrit en haut normalement. Et ça? Ça sert à rien. Je ne mettrai pas de commentaires. C'est Nutri-Score. En gros, tous ces scores, ça sert à scorer de l'impact, de l'énergie, de l'impact CO2, et puis le Nutri-Score, de l'impact sur votre santé. Et donc, si on est habitué à voir tout ça, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour nos API? Après tout, dès que vous achetez un appareil électroménager, un véhicule ou de la nourriture, vous avez ces étiquettes-là. Et finalement, dans les softs qu'on utilise ou qu'on achète, on n'a pas ces étiquettes-là. Donc je vous propose de le faire. Donc moi c'est Emmanuel Perru, je suis CTO, cofondateur d'Azatsit, je suis architecte solution et j'ai une grande appétence pour l'architecture technique, si vous avez vu mon talk d'hier sur les API et la plomberie. Je travaille chez Zatsit, qui est une jeune ESN lilloise que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans. On est une trentaine de passionnés de tech et on essaye de mettre notre savoir-faire au service de notre écosystème technique et social. Et donc on a une grande appétence pour l'éco-conception, et donc on essaye de former tout le collectif et d'échanger sur des outils et plein de choses qui servent à tout ça. Et j'ai complètement oublié mon chrono. Le numérique a un poids invisible. Pourquoi je dis... C'est bizarre que ça fasse ça. Bon. Ça va si je laisse comme ça ? J'avais pas prévu que ça se chevauche quand je suis pas en plein écran. Pourquoi je dis un point invisible? Un appareil électroménager, ça fait du bruit, c'est chaud, etc. Vous pouvez un peu concevoir l'impact que ça a et l'énergie que ça produit. Un véhicule, encore plus. Par contre, sur le numérique, c'est un peu plus difficile de se rendre compte à quel point ce qu'on utilise peut avoir un vrai impact sur notre écosystème. Aujourd'hui, le numérique, c'est un peu plus de 4%. Alors certes, c'est petit 4%, mais mine de rien, ça représente plus que l'aviation civile. Et ça ne fait qu'augmenter. Si on regarde un peu la courbe, vous voyez que de 2010 à 2030, on va faire à peu près x5. Et là, je pense qu'avec tout ce qu'on voit sur l'IA aujourd'hui, vous vous rendez bien compte qu'on va avoir de plus en plus d'impact dû au numérique. Ça augmente à peu près de 6 à 9% par an. Donc c'est énorme. Je vais retenter quand même. Où est le vrai impact? Alors l'impact, il se trouve à 2 niveaux. Il se trouve d'abord au moment de la fabrication et ensuite à l'utilisation. Donc on a un impact sur l'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner nos applicatifs. Et puis l'impact, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Alors on focalise beaucoup sur le CO2, mais il y a plein d'autres gaz qui sont nocifs et qu'on rejette pour tout ça. Et les ressources qu'on va extraire, principalement du sol, pour fabriquer votre laptop, votre smartphone. Il faut du métal, il faut du plastique, il faut transformer tout ça. Et on voit, avec les couleurs, que le gros poste, il est à la fabrication. Finalement, on se dit, moins l'utilisation. Pourquoi être hyper performant si à l'utilisation, ça a moins d'impact? Mais le renouvellement de votre matériel, il va être surtout lié à l'optimisation de vos logiciels. Donc c'est un gros lien entre l'efficience de ce que vous faites et le matériel qu'on utilise. L'empreinte carbone du numérique en France, en 2025, donc il y a à peu près cette répartition-là. On a la moitié qui vient des terminaux, donc vos laptops, vos smartphones, etc., tout ce qu'on achète pour utiliser du soft. Et puis les data centers, le cloud, les data centers privés, etc. On voit que le réseau, le transport de données représente 4%. On pourrait aussi se dire qu'on peut le négliger, mais 4% de trop de données envoyées, c'est trop de données qu'on a requêtées et c'est trop de données qu'on va stocker à un autre endroit. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc on voit que le matériel, c'est toujours une part assez énorme de l'impact qu'on a sur notre environnement. Alors du coup, je répète, le problème c'est le matériel. Oui, mais pourquoi on renouvelle notre matériel régulièrement? C'est parce qu'on se dit qu'on a besoin d'encore plus de puissance, plus de performance. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on pourrait optimiser notre logiciel. Et optimiser le logiciel, ça va être la prolongation de vie du matériel, de votre matériel. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fabricants, de serveurs, de PC, etc. Il n'y a que des développeurs et des développeuses ici.
Donc, vous êtes directement impacté. Je pense que vous connaissez, qui connaît la loi de Moore? Tout le monde. Qui connaît la loi de Worth? Moins. Donc la loi de Moore, pour rappel, en gros, ça décrivait la capacité à imprimer des transistors sur nos processeurs. Et c'est une capacité qui, entre guillemets, doublait chaque année. On est passé de 71 à 2021, de 2308 à 58 milliards de transistors, ce qui est énorme. Et la loi de Worth, elle nous dit un peu l'inverse. Plus le matériel accélère, plus le logiciel ralentit. Alors pour les moins jeunes d'entre vous, qui connaissaient le web dans les années 2000, on est passé d'une page web en 2000 à 2025 à fois 150 en taille. Alors certes, ce n'était pas joli en 2000, mais est-ce que vous avez l'impression que la page web de 2000 et que la page web de 2025 a fait fois 150 en efficacité, en feature, etc. Je ne suis pas sûr. Même chose pour la suite Office et Windows qu'on utilise sur des postes même pro ou hors pro. En 20 ans, il faut 171 fois plus de mémoire pour faire tourner la suite Office. Est-ce que, si vous utilisez un peu PowerPoint, Excel, etc., même question, est-ce que vous avez l'impression que vous avez 171 fois plus de features et que c'est 171 fois plus efficace? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que cette courbe, vous pouvez changer la légende et dire efficacité du software. Non, on n'a pas gagné en efficacité du software. On a un logiciel qui grossit de plus en plus, qui n'a pas énormément de fonctionnalités. Dès qu'on fait des petites améliorations, en fait, le cycle de renouvellement arrive très vite que le matériel d'après les gomme. On n'a même plus l'impression qu'on a fait des optimisations. On met de plus en plus de fonctionnalités. Et je sais qu'en ce moment, on parle de fonctionnalités fantômes. On rajoute de plus en plus de choses sans écouter les utilisateurs. Et finalement, on a des fonctionnalités qui ne servent à rien, mais qui rajoutent du code, qui rajoutent de l'utilisation mémoire, du CPU, etc. Et finalement, on a un syndrome où on se dit, en fait, mon ordinateur, mon smartphone, il ralentit. Pour un exemple concret, mon smartphone, il a quasiment 4 ans. La batterie, elle est encore en très bon état. J'utilise les mêmes applications au jour le jour. Et je vois que là, il est 13h07. Depuis 8h, je suis à 48% de batterie. J'ai perdu la moitié de la batterie, ce que je ne perdais pas les années d'avant. Donc je pense que mes applications favorites au quotidien sont de plus en plus gourmandes et de moins en moins efficaces. Et donc cette fameuse phrase qui nous dit que ce qu'Intel vous donne, en termes de puissance et de processeur, Microsoft vous le reprend. On met Microsoft, mais on pourrait mettre d'autres éditeurs de logiciels. Si on met d'autres éditeurs de logiciels, c'est vous aussi, vous les développeurs. Est-ce que vous êtes tenté de vous dire c'est encore plus simple maintenant, je pop un container, je pop une machine, etc. C'est puissant, je n'ai pas à me soucier de la performance. Souvent, la performance, c'est un peu le parent pauvre, un peu comme la Sécu. On voit ça après le projet, et on cherche comment faire des améliorations. Donc, en résumé, pourquoi on veut mesurer nos API? Je vous répète les chiffres. Le numérique, 4% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication et donc le renouvellement, un énorme poste d'émissions d'effet de serre en termes de fabrication de ressources. Un logiciel qu'on voit de moins en moins efficient au fil des années. Et puis on pourrait se dire quand même que si on est plus efficient et qu'on est plus sobre, finalement, même si on ne pense pas à la planète, on peut penser aussi à ce qu'on dépense en termes de ressources. Donc mesurer c'est bien, mais il faut savoir où est-ce qu'on en est. Pour ça aujourd'hui je vais vous parler de 2 référentiels qui sont complémentaires, qui ne sont pas concurrents, qui sont API Green Score et iRoom. Alors main levée, qui connaît API Green Score et iRoom? Oui, quelques-uns. C'est bien. Donc API Green Score, c'est un référentiel qui vient du collectif API Thinking, qui fait aussi plein d'autres outillages dans le monde de l'API, et qui va vous permettre d'avoir un scoring comme ceux qu'on a vus au début, sur des appareils par exemple, sur votre API, avec 7 domaines différents qu'on verra d'évaluation. Et iRoom, je rentrerai aussi dans le détail tout à l'heure, ça vient de Tristan Nitto et de l'association Boa Vista, qui est une association que vous pouvez rejoindre, et qui œuvre pour la réduction de l'empreinte numérique avec plein de ressources, plein d'outils, etc. Et qui est un framework avec un peu plus de critères et qui est un peu plus long, mais qui est aussi très complet. Alors l'API Green Score, comme je disais, c'est une évaluation de votre API, de votre application sur 7 domaines différents. On va parler de cycle de vie, de données, d'architecture, etc., etc. Et ensuite, ces réponses à ces questions, avec des pondérations, vont vous donner un score, aussi simple que ça, qui va de A à E. Et vous avez une auto-évaluation de votre projet. Alors on pourrait dire une auto-évaluation, est-ce qu'on est suffisamment légitime pour le faire ou pas? Si je reviens au début,
les labels dans l'électro, par exemple, ou les labels dans les voitures, est-ce que vous savez qui les établit? Qui fait les mesures? Demain, je sors une télé, je sors un réfrigérateur. Qui va me faire les mesures et me donner le bon score et l'étiquette? Eh bien, c'est le fabricant lui-même qui le fait. C'est très peu contrôlé vu le nombre de produits qui sortent à l'année. Mais en fait, c'est vous, en tant que fabricant de machines à laver ou de réfrigérateur, qui faites vos propres tests dans votre labo certifié et qui mettent votre score. Donc si on se dit qu'on a confiance dans ces fabricants-là pour avoir ces notes-là, je pense qu'on peut avoir aussi confiance en nous pour être suffisamment objectif pour se scorer. Donc je reviens sur les 7 domaines, je vous donne des exemples et on les verra un petit peu après pendant la démo. Donc on a un cycle de vie de son API. Est-ce qu'on a décommissionné des choses qui n'existent plus? Combien on voit d'API avec du code mort, etc., des endpoints qui ne sont jamais appelés? Est-ce qu'on ne met pas trop de versions de son API en prod? Est-ce qu'on en garde qu'une ou deux et pas 10? On va parler d'échange de données. Est-ce qu'on pense directement à minimiser les échanges de données ou est-ce qu'on voit... Parfois, on voit des endpoints avec des JSON à rallonge parce qu'on ne sait jamais de quoi l'utilisateur va avoir besoin, qui est un très mauvais réflexe. Ou on peut se dire qu'on utilise des technos comme du GraphQL pour laisser la possibilité à l'utilisateur d'utiliser exactement les données qu'il veut. On va parler de data aussi. Est-ce qu'on optimise les queries? Est-ce qu'on met des index tout de suite ou est-ce qu'on attend que ça tombe en prod avant de se poser des questions? Est-ce qu'on utilise du cache? Est-ce qu'on a une architecture qui fit bien avec ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire de l'event? Est-ce qu'on peut mettre en place du webhook ou des WebSockets, etc. Est-ce qu'on s'outille bien dans le projet? Est-ce qu'on mesure, par exemple, la performance et l'éco-conception de son projet? Est-ce qu'on a une infrastructure qui est bien taillée? Est-ce que dès le début, on s'est dit, et on le voit encore aujourd'hui, même si on a beaucoup de facilité dans le cloud à faire de l'autoscalabilité, on voit aujourd'hui, parfois, on choisit des grosses machines, des gros clusters, puis on verra au fil de l'eau, et on verra au fil de l'eau, finalement, on n'arrive jamais. Et est-ce qu'on communique dans son équipe, dans son projet, dans son entreprise? Est-ce qu'on essaie de sensibiliser sur tout ça? Donc, ça, c'était pour la partie API Green Score. eRoom, ça va être un autre type de diagnostic. C'est un peu une boussole pour vous indiquer où sont les leviers d'optimisation dans votre projet numérique. Donc, toujours un outil d'auto-évaluation, ce n'est pas un outil de mesure. On va identifier les services dans son périmètre applicatif qui sont les plus énergivores, que ce soit de la data, ou que ce soit l'algorithmique qui est derrière l'API, etc. Ça va relativement vite. On a un premier assessment qu'on peut faire en 30 minutes, et puis on a une première photo, entre guillemets, de où est-ce que je dois mettre l'effort dans le temps pour améliorer tout ça. Et c'est une logique un peu inversée. Là où il faut avoir un très gros score dans API Green Score pour avoir le label A, là c'est juste la notation qui est inverse. Plus c'est faible, moins on a de levier d'optimisation, donc mieux, plus on est bon. Donc on va se noter avec des critères, comparaison d'API Green Score qui est plutôt oui, non et quelques chiffres. Là on va avoir est-ce qu'on maîtrise ou est-ce qu'on connaît? Et donc rien que dire non, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, bah, ça doit vous donner des réflexes pour aller creuser ce sujet-là un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on maîtrise un peu beaucoup? Est-ce que c'est hyper bien maîtrisé? Est-ce qu'on est bon là-dessus? Et puis, de manière identique, on va mettre des poids sur ces questions-là, parce qu'il y a certaines questions qui n'ont pas autant d'impact que dans tout ça. Et donc, on a ce fameux potentiel d'optimisation. Il y avait 70 critères, comme je vous disais. La première partie, la step 0 dans eRoom, c'est qu'on fait un diagnostic rapide. On a 16 questions qui recouvrent un peu différents domaines. Et en fonction de ces 16 questions, on se dit, en fonction du score, oui, on est bon, pas forcément besoin de creuser, mais on peut le faire, c'est intéressant. Ou oui, on a identifié déjà des premiers leviers d'optimisation et il faut aller un peu plus loin. Et ensuite, on va parler du produit, un peu plus en fonctionnalité, ce qu'il couvre, est-ce que ça peut être remplacé, etc. Et puis un peu pareil, architecture, infrastructure, stockage, algorithmie, etc., etc. Je ne les dis pas dans le détail, parce que dans la démo, je n'aurai pas le temps de reparcourir dessus, mais comme je disais, sur le diagnostic rapide, on a est-ce qu'on a des contraintes de haute dispo, oui ou non? Est-ce qu'on a de la complexité dans l'architecture? Est-ce qu'on a déjà identifié des problèmes de performance dans le backlog et qu'on est prêt à le mettre? Est-ce qu'on est capable d'introduire du mix énergétique, c'est-à-dire du décalage dans le temps ou du décalage de région dans notre application? Ou est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on le maîtrise? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? C'est hyper important.
Donc le petit diagnostic, l'approfondissement, et tout ça, ça doit vous amener ensuite à creuser et aller un peu plus loin. Le diagnostic ne vient pas avec des solutions pour tout. Le but, c'est après d'aller choisir des bons référentiels, des bons outils pour continuer à creuser et savoir là où vous devez apporter des solutions. Donc pour aller un peu plus loin, en dehors de ces deux-là qu'on voit aujourd'hui, il y a d'autres référentiels qui existent et qui vous permettent de faire des auto-évaluations. Donc il y a le RGSEN qui existe, de la DINUM, il y a le GR491 qui a maintenant 516 critères, qui est un peu plus complet et beaucoup plus exhaustif. Il y a, si vous ne connaissez pas, le collectif Green IT, qui a 119 fiches qui vous permettent d'éco-concevoir dès le début une application mobile, une application web, en se posant les bonnes questions, comme je disais, d'échange de données, de taille du soft, etc. Et puis, autre chose que je vous recommande, c'est des ressources de la Green Software Foundation. Vous pouvez aussi, il y a du learning sur cette plateforme. Et ils ont sorti le SCI, donc l'indicateur de scoring d'impact carbone, que vous pouvez utiliser dans vos applications aussi. Donc, des outils, il y en a énormément. Il y a des outils de mesure et non pas d'évaluation. Donc là, on va mesurer vraiment quelque chose. Il y a le Cloud Carbon Footprint. J'avais eu l'occasion il y a 2 ans au Cloud Nord d'en parler. Le Cloud Carbon Footprint, en fait, il va se baser sur toutes vos données de facturation de cloud. Donc on peut faire confiance au cloud pour nous renvoyer les bonnes données de facturation de nos services. Et ensuite, il va établir une grille pour dire, OK, ce service-là, que ce soit du SaaS, du PaaS ou du IaaS, derrière, on sait ce que c'est comme infra, on sait dans quelle région il tourne et on sait quel impact en termes de CO2 ça a. Si vous utilisez qu'un service en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple, on va savoir quel impact il a versus si vous utilisez un autre service en France. On a eFootprint aussi qui vient de Boavista, qui est hyper utile pour modéliser tout ça. On a l'API de Boavista que vous pouvez utiliser chez vous, où en gros, en fonction des ressources que vous connaissez, vous savez utiliser sur vos projets, vous appelez l'API de Boavista et elle vous donne des informations sur l'impact qu'a le matériel sous-jacent à tous ces services-là. Et puis des outils comme Scaphandre, par exemple, qui existent. Je vous donne une petite ressource. Chez Zatsit, on a fait un petit landscape sur tous les outils de sustainability, avec l'accent, sur tout ce qui est certification, label, learning, instances gouvernementales ou publiques, les référentiels, donc on voit aujourd'hui API Green Score ou eRoom. Toutes ces infos-là, vous pouvez les retrouver, vous avez des outils. Alors on n'a pas encore référencé Green Spector, vous pouvez découvrir Green Spector dans 1 heure ou 2, un retour d'expérience de Decathlon qui est vraiment très intéressant. Et des outils comme Scaphandre ou Kepler pour la mesure d'énergie concrète de vos clusters Kubernetes par exemple. Et si vous avez reconnu, si vous avez l'œil fin, en fait c'est le même landscape qui est utilisé à la CNCF. Donc si vous connaissez la CNCF qui référence et s'occupe de plein de projets qui sont cloud native, leur landscape il est open source, vous pouvez l'utiliser et mettre les catégories que vous voulez et pouvoir faire un landscape de vos technos chez vous. Donc ça c'est cadeau. Quand on se penche vraiment sur l'auto-évaluation, ça amène à des exemples très concrets qui peuvent parfois paraître assez dingues, mais on a un retour d'expérience d'Octo qui, sur un algo de machine learning qui pouvait tourner la nuit, etc., mettait 15 heures, en se penchant vraiment, en se posant les bonnes questions et en revenant sur la conception complète du projet, fait un gain de 5400. Ça passe de 15 heures à 10 secondes d'algorithmie. Donc, en termes de conception, on était quand même très loin de la performance. eFootprint, en l'utilisant, a permis à un même service de réduire de 9 son empreinte mémoire, de 50 son coût, et d'améliorer les ressources sur le serveur de 1000, ce qui est énorme. Autre exemple qui est peut-être beaucoup plus simple à comprendre, la métropole de Rennes, qui avait un site web dynamique, avec des serveurs qui tournent. Et en fait, quand on se pose les questions après, on se dit, mais en fait, c'est statique. On peut faire du SSG, de la Static Site Generation, il n'y en a pas besoin de serveur web qui tourne. En revoyant un peu l'architecture et en changeant, en enlevant quelques features, on se retrouve de 16 serveurs web qui tournent à 2 POV buckets qui servent un site web en statique, ce qui est assez énorme. Et pareil pour Mythic, qui a passé certaines de ses pages de 80 mégas, ce qui est énorme, à 6 mégas, en se posant les bonnes questions de est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données-là, est-ce qu'on ne peut pas revoir cette conception-là, etc. Et donc ces évaluations-là, ces référentiels-là doivent vous faire
comprendre ce que veut incarner la loi d'Irum. C'est qu'en gros, ce que voudrait la loi d'Irum, et donc ceux qui ont poussé cette loi-là, c'est d'essayer d'optimiser d'un facteur 2 tous les 24 mois votre soft. Si vous optimisez votre software d'un facteur 2 tous les 24 mois, vous laissez une énorme place à des nouvelles features qui ne viendront pas consommer de la performance en plus, et surtout vous réduisez de manière énorme votre impact. Alors, ça c'est API Green Score. C'est cet outil-là que vous pouvez utiliser pour scorer, et ça, c'est Irum. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer de sortir les gens d'usine à gaz Excel pour faire des vraies applications riches, métiers qui ont de la valeur ajoutée, et j'avais un peu de mal à faire la promotion de ces outils-là avec une grille Excel. Donc on a voulu se dire, ok, c'est deux référentiels différents, c'est fragmenté, on ne peut pas les faire sur le même outil, on ne peut pas trop se les partager, et clairement, ce n'est pas très user-friendly. Donc on a décidé de créer un seul outil, donc, qui s'appelle That's Green Score, qui permet d'unifier ces deux premiers référentiels-là, et pourquoi pas par la suite d'autres référentiels, qui est accessible, liseuse, navigation clavier, etc. Si jamais vous détectez des problèmes, c'est un projet open source, donc vous pouvez ouvrir des issues. Et il y a une application web et une application desktop. Et si vous avez suivi mon talk d'hier, vous verrez que bientôt, il y aura une API avec une implémentation par défaut, mais que vous pourrez utiliser pour mettre ça chez vous, dans vos projets, dans votre entreprise. Il est éco-conçu, c'est de l'Astro, c'est super light, il n'y a pas de script externe, il n'y a pas de JS alambiqué, il n'y a pas de framework web incroyable. Donc on essaye d'éco-concevoir dès le début. Ce serait dommage de créer une usine à gaz pour vous aider à auto-évaluer et réduire l'impact de vos projets. Donc en termes de mesures, c'est un site web ultra light, je ne détaille pas forcément tout, mais on n'a pas de ressources externes. L'app desktop, c'est du Tori, pour ceux qui connaissent Electron par exemple. Donc ça permet de faire tourner du web dans une appli desktop et de la donner sur Mac, Windows, Linux, peu importe. Là on utilisait Tori, qui a un moteur Rust, et qui est donc ultra léger. Mon image Electron, elle faisait entre 30 et 40 mégas. Donc à distribuer, on voit que c'est un peu dommage. Et là, c'est une petite appli de 2 mégas, décompressée 8 mégas. Donc c'est open source, comme je vous disais. Il y a encore des issues en cours, sur de l'import-export par exemple. Et n'hésitez pas, si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus. Il y a 2 talks que je vous conseille, avant celui de Decathlon tout à l'heure. Il y en a un qui s'est joué à Devox cette année-là, avec David du collectif API Thinking et Tierno de chez AXA, qui expliquait le Green Score et la démarche qui a été faite chez AXA et qui va beaucoup plus loin avec des portails de mesure, etc. Mais on voit bien le Excel en screenshot. Le papa de la loi Irum et du référentiel qui a le même nom, qui a fait une conf à la DocConf avec le Global CTO de Decathlon, qui a aussi une grosse démarche là-dessus. Ça me permet de dire que c'est aussi révélateur. AXA et Decathlon sont des grosses entreprises qui fonctionnent bien. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal sur mes clients à faire naître la sensibilité et le Green Ops. Le FinOps, ça va, réduire les coûts, c'est simple. Mais le Green Ops, souvent, ça va de pair. Mais parfois, décaler dans le temps ou de région, etc., des choses, on peut payer plus cher pour être plus green. C'est quand même des choses qu'on a du mal à faire comprendre à certains de nos clients. Donc, c'est assez difficile. Donc, je profite de ce genre de conf pour enfoncer le clou et essayer de répéter au plus possible le sujet. Alors, petite démo rapide de l'appli. Est-ce que c'est visible au fond? Ouais. Là, 110, 120, ça va? Super. Donc, il y a une appli desktop, donc comme je vous disais, avec Taurus, et ça utilise le moteur web de l'OS sur lequel ça tourne. Sinon, il y a une appli web qui est en ligne. En gros, on a repris la documentation qui explique comment on crée les projets, comment on les score, les grilles de lecture, etc. Et on mentionne, bien évidemment, on est dans le monde de l'open source, mais on mentionne toutes les licences et tout ce qu'a pu produire comme données API Green Score et Irum. Et ensuite, on a donc les projets. On crée autant de projets qu'on veut et on les évalue. Donc ça, c'était un petit aide tout à l'heure, je peux le supprimer. Donc je vais faire une évaluation, je crée un nouveau projet, ok. Donc c'est assez simple. Et je vais vous montrer quelques questions, pas toutes parce que
Il me faudrait l'après-midi, par exemple, pour faire eRoom et tout le talk entier pour faire GreenScore. Mais vous montrer quelques exemples de questions et de réponses pour faire naître un peu des réflexions chez vous et de vous dire, finalement, une demi-heure pour scorer quelques projets et sensibiliser mon écosystème, c'est pas si compliqué que ça. L'API GreenScore, leur repository vient avec un référentiel et des fiches qui vont beaucoup plus loin que ces 15 questions-là. Ça peut paraître assez court, mais il y a plein de fiches explicatives et de notes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré, on a forké le repo, on a récupéré tous les markdowns, et en fonction des questions-réponses, on vous donne des pistes de résolution des questions. Donc là, je prends un exemple, première question, est-ce que j'utilise une architecture event-driven pour éviter de pooler mon API ou mes backends tout le temps? Et donc en fonction oui ou non, on sait que là ça a un impact sur le score. Donc je réponds oui par exemple. Est-ce que mon runtime est proche de mon consumer? Majoritairement l'API est en France, mais on a tout mis sur une région AWS allemande. Bon, pas de bol, on n'est pas très bon là-dessus. Est-ce que, question qui paraît simple, est-ce que j'ai qu'une seule API qui fournit le même besoin? Parfois, souvent, quand on fait des applications, ou même des API, on a des features qu'on recopie d'une API à une autre. Parce que, comme je disais dans un des critères, on n'a pas de bons outils de communication pour savoir quel référentiel couvre chaque API, ce que ça fait, etc. Et donc, potentiellement, on se dit, en fait, on a quelques features qui sont en doublon et on pourrait utiliser une autre API pour faire ça. Est-ce qu'on utilise une infrastructure qui est scalable, oui ou non? Je vous passe quelques questions. Est-ce qu'on utilise du cache efficacement? Pour avoir travaillé avec plein de développeurs web, il y a énormément de développeurs qui ne savent pas gérer le cache de leurs ressources. Les règles sur le navigateur, les règles qu'on peut donner à des CDN, donc à des caches intermédiaires. Et finalement, parfois, on n'a pas de cache et on se retrouve avec des parcours utilisateurs qui appellent sans cesse son application, pas performant du tout, alors qu'on pourrait mettre des données en cache de manière très très simple. Donc nous, on le fait, par exemple. En termes d'usage, est-ce qu'on autorise à filtrer sur des get? Ça peut paraître très simple, mais il y a parfois des API qui vous envoient énormément de données et on ne peut pas paginer, on ne peut pas faire de filter, de sort, etc. C'est vraiment très dommage. Donc ça, oui, nous, on le fait, par exemple. Et puis, on a, par exemple, ce qui est hyper révélateur, un taux d'erreur. Un taux d'erreur, c'est forcément des impacts sur la performance, puisque vous allez avoir des utilisateurs qui rappellent votre service qui potentiellement peut s'emballer. Donc c'est 0%, c'est très révélateur pour avoir de la perf, mais on va dire que oui, on a 5% d'erreur. Et puis il y a une petite question qui se balade dans le référentiel sur les logs. Est-ce que on stocke des terras de logs en se disant au cas où on ne les compresse pas et on se dit un jour on regardera dedans et en fait ça ne sert à rien? Ou est-ce qu'au contraire on les compresse? Et nous on les compresse. Et bim, je calcule mon score. Moi, j'ai un score qui est de 37 qui est très faible et je sais que je suis bon en log, en architecture, etc. etc. Je passe parce qu'en fait, je prends trop de temps. Et imaginons que maintenant, je veux faire l'évaluation eRoom. On vous propose de démarrer un petit diagnostic. Et là, il est beaucoup plus complet. Vous avez le premier diagnostic qui se passe en 16 questions, comme je vous disais, et qui va vous permettre d'avoir un score et de savoir s'il faut aller plus loin ou pas. Et ensuite, vous avez toutes les questions dans les domaines de produits, d'architecture, d'infrastructure, de stockage, etc. Là, il y a du contexte et comment s'évaluer. Première question, est-ce qu'il existe une solution non-tech pour faire ce que vous faites? Ça peut paraître bête, mais on a déjà vu, moi j'ai déjà vu, des applications d'entreprise où il y a un geste métier très simple, pas chronophage, et finalement c'était trop cool de faire une feature digitale qui amène un impact de dingue, alors qu'en fait c'est 3 minutes du temps d'un humain chaque jour pour le faire. Est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on ne le sait pas, ou est-ce que finalement on a des potentiels d'amélioration? Pour toutes les questions auxquelles vous allez répondre, soit vous ne savez pas, et vous voyez en fait ici au niveau de la réponse, ça ne change pas le scoring, ce n'est pas pris en charge, c'est à vous d'évaluer plus tard. Puis tant que vous ne l'avez pas fait, l'évaluation n'est pas terminée. Ou alors, non, vous êtes sûr, ça c'est bon, vous le faites et en toute conscience et c'est OK. Ou alors, ça ne vous concerne pas du tout, et comme ça, la question est cochée et vous pouvez passer à la suite. Ou effectivement, j'ai un levier, je ne me suis pas posé cette question et j'ai un levier d'amélioration. Donc ensuite, on peut même avoir des questions sur l'architecture, la scalabilité, les données. Est-ce que d'un point de vue algorithmique, on a mis en place aussi des tests de performance, des stress tests, etc., etc. Et à la fin, une fois que vous avez terminé, c'est la même chose. Ça vous donne un score.
Donc mon diagnostic rapide, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai répondu qu'à quelques questions. Et je sais, en fonction du radar, où sont mes leviers d'amélioration. Est-ce que c'est sur l'utilisation produit, où là, en fait, on s'est posé les mauvaises questions? Est-ce que c'est sur l'archi, sur l'infra, le stockage, etc., etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez tous les projets de votre écosystème à vous qui sont scorés, que vous pouvez retrier, quels sont ceux pour lesquels j'ai fait une éval Green Score, quels sont ceux pour lesquels j'ai fait une éval E-Room, etc., etc. Et je vais m'arrêter là pour la démo, sinon ce serait trop long. C'est pas mal? Est-ce que vous avez des questions? Il reste 1 minute 30. Ou est-ce que c'était super clair? Moi, ma seule question, c'est est-ce que ça vous a donné envie d'aller faire des évaluations de vos projets, soit pour rigoler, soit pour les temps sérieux, en se disant ah, ok, on va vraiment regarder, est-ce qu'on est E, est-ce qu'on est A, sur quoi on peut s'améliorer, est-ce que je vais pouvoir le remonter à mon manager, etc. Un main levée qui a envie d'aller faire une évaluation Green Score? Ok, vous êtes très gentil, super honnête, mais tant mieux. Merci à tous.